fait part de l'entrée en vigueur quasi complète de la dédollarisation des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie en tant que deux hyperpuissances des BRICS. Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la dédollarisation du commerce entre la Chine et la Russie était presque achevée et a déclaré « La part des monnaies nationales dans le commerce entre la Russie et la Chine augmente à un rythme très rapide. La part du billet vert dans les échanges commerciaux entre les deux pays est tombée à un niveau historiquement bas, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères. La dédollarisation du commerce russo-chinois est pratiquement achevée, selon Georgi Zinoviev, directeur du premier département asiatique du ministère russe des Affaires étrangères. On peut expliquer cette décision qui a déjà porté ses fruits, hein, c'est très clair. Aujourd'hui, le commerce entre la Chine et la Russie est quasi intégralement dédollarisé. Donc, alors, je pense aussi qu'il faut quand même mentionner quelque chose. Cette dédollarisation ne correspond pas nécessairement au schéma qui a été mis en avant dans les réunions des BRICS et qui misait sur une utilisation bilatérale, réciproque de l'ensemble des grands pays émergents membres du club des BRICS entre eux. On n'est pas du tout dans cette utilisation bilatérale. Si vous voulez, la partie chinoise, pour le dire simplement, n'utilise pas de rouble. Tout se fait en yuan. Vous avez en fait une dédollarisation du commerce extérieur de la Russie avec la Chine. Et en fait, l'éviction du dollar se fait au profit du yuan. On pourrait d'ailleurs parler de yuanisation, de renminisation du commerce extérieur. Donc, pour une facilité de prononciation, je pense que nous autres francophones, nous dirions que c'est une yuanisation du commerce extérieur. C'est un premier élément et c'est une nuance. Alors, je pense qu'en termes d'origine de ce mouvement, qui est récent, mais qui a été puissant, il y a à la base de ceci, évidemment, les sanctions qui frappent la Russie et qui, quelque part, aujourd'hui, vous savez, avoir déconnecté un certain nombre de banques, pas toutes les banques d'ailleurs, un certain nombre de banques russes du réseau SWIFT, eh bien, c'est marginalisé. Ce réseau, qui est un réseau de messagerie électronique qui a été clairement porté dans les années 70 du siècle passé par les États-Unis, c'est une vraie construction américaine, SWIFT. Et de ce point de vue, oui, être exclu de cela, c'est être exclu aussi quelque part du marché des capitaux qui est mondialisé, mais qui jusqu'à présent a été mondialisé, mais sous hégémonie états-unienne. Forcément, dans ces conditions, pourquoi continuer à libeller son commerce extérieur en dollars, alors même que quelque part, on est coupé de l'accès à ces dollars. Il y a là quelque chose... Enfin, si vous voulez, ce ne serait pas logique de procéder de la sorte. Ou bien on a accès aux dollars et on facture en dollars, ou bien on n'y a plus accès et on va trouver une solution monétaire alternative. Et ça, c'est une attitude quelque part cohérente. On peut être d'accord ou pas sur les fondements, sur les causes, sur les conséquences, peu importe, mais en tout cas, il y a une cohérence de fait, ça il faut le relever, entre, d'un côté, une situation d'exclusion, de sanctions, et donc, de l'autre, à titre de conséquence logique, la volonté d'échapper à cette centralité du dollar dans les échanges commerciaux internationaux, dans le commerce international. Alors je pense que de manière assez prospective, ce choix de la Russie est révélateur de quelque chose qui aujourd'hui commence même à poser question et à faire débat au sein même des élites aux États-Unis d'Amérique, aux États-Unis. C'est cette idée que finalement, à force de sanctions, eh bien, il se pourrait que le dollar se trouve un petit peu marginalisé sur la scène internationale. Il faut quand même se rendre compte que cette politique de sanctions, elle va commencer à porter ses fruits, elle va commencer, à se développer à partir du milieu des années 90. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'hégémonie américaine, cette idée qui correspondait d'ailleurs à une idéologie, l'idéologie de la fin de l'histoire, il n'y avait plus qu'un seul horizon historique possible, c'était la démocratie libérale et l'économie de marché telle
qu'elle existe aux États-Unis, et ceci devenait l'horizon indépassable de l'histoire humaine. Bon, voilà, à cette époque, voilà, il y avait un livre qui s'appelait d'ailleurs La fin de l'histoire, qui célébrait cette idée, qui était Francis Fukuyama, un célèbre philosophe aux États-Unis. À cette époque, les États-Unis jouissent d'une forme de monopole hégémonique d'influence sur les relations internationales. Et donc, être sanctionné par les États-Unis, c'est une catastrophe. Et bien des pays qui avaient porté des projets alternatifs, socialisants, tiers-mondistes, peu ou prou, assez souvent d'ailleurs en but, en tout cas en opposition avec les visées des grandes institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, elles-mêmes chapeautées par les États-Unis, un certain nombre de ces pays se sont mis à quelque part se recentrer, être davantage au centre, être moins critiques à l'égard de ce qui était à l'époque l'idéologie dominante. Il ne fallait pas trop sortir, il n'y avait qu'un moule et il fallait rentrer dans ce... Et si on ne le faisait pas, on devenait un État voyou, un État suspect. Et bien peu de pays, et là, ces pays, ces États voyous étaient forcément sanctionnés, et ces sanctions avaient un effet terriblement marginalisant. Être à ce point pointé du doigt par les États-Unis, ben, ça vous coupait de l'architecture globale des relations internationales et des sources de financement qui existaient à l'époque. Hein, nous sommes au milieu des années 90, la Chine vient et commence à vraiment s'ouvrir sur le monde. On n'est même pas encore, la Chine n'a même pas encore adhéré à l'OMC. L'adhésion de la Chine à l'OMC, c'est 2001. Donc on est vraiment dans un monde qui est unipolaire et dominé par les États-Unis. Aujourd'hui, cette politique de sanctions, eh bien, elle est quelque part un peu caduque. Elle correspond à un niveau de puissance que les États-Unis ne détiennent plus. En effet, entre-temps, on a vu la montée économique impressionnante de la Chine. Je veux dire, la Chine est peut-être déjà aujourd'hui, ça peut se discuter, mais en tout cas en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire quand on regarde finalement ce qu'on peut faire avec un dollar en Chine ou aux États-Unis, et qu'on voit ce niveau-là, le niveau, la valeur, l'équivalent valeur monétaire de la production en Chine, eh bien la Chine est peut-être déjà la première, en tout cas à parité de pouvoir d'achat, et très vraisemblablement la première puissance économique mondiale. Cela évidemment offre des solutions quand on est sanctionné face à Washington. Il y a un partenaire commercial qui est capable à lui seul de contester structurellement l'hégémonie des États-Unis. C'est la Chine. Donc, être sanctionné par les États-Unis, finalement, ce n'est pas si grave que ça. C'est pas simple, c'est pas facile. Ça correspond souvent à des épisodes de tension politique difficiles, enfin, en tout cas difficiles. Ça, c'est des épisodes de tension très lourdes. Mais ce n'est plus comme autrefois la certitude d'une marginalisation dans le jeu des relations, des relations internationales et de l'économie mondiale. On peut se tourner vers un financeur, comme l'a par exemple fait l'Iran il y a quelques années en signant cet accord stratégique avec la Chine. Un accord pour plusieurs dizaines de milliards de dollars au moment où les États-Unis, en fait, décidaient d'exercer une hégémonie très unilatérale en dénonçant les accords de Vienne et en pointant, en faisant subir à l'économie iranienne des sanctions très lourdes. Il y avait une solution alternative, c'était la Chine.